1. La main de fer. Les tueurs sont d'autant plus redoutables qu'ils ne sont pas étrangers au lieu des tueries. D'autant plus retors que pour les partager, ils savent bien les habitudes de leurs adversaires. Ils sont familiers des lieux où les futures victimes travaillent, connaissent les rues qu'elles empruntent, les coins où elles dorment, ce qu'elles mangent, ce qu'elles aiment, et leur visage, bien sûr. Jérémie Foa. Tôt ou tard, tout lecteur devient nécromancien. Tôt ou tard, tout lecteur lit les mots d'un défunt, suit le fil de sa pensée, découvre ses souvenirs, partage ses émotions, ou au contraire, lutte contre ses erreurs ou son influence. Feuilleter un livre, c'est s'exposer à ouvrir la porte aux morts. C'est convoquer les esprits, écouter des voix sans timbre, vibrer avec les spectres. Du moins, s'agit-il encore d'une activité de vivant? Pour la plupart des lettrés, en tout cas. Mais qu'en est-il du chroniqueur? Qu'en est-il du poète? Qu'en est-il de l'auteur? S'ils rêvent à la postérité, ils sont nombreux à le faire quand ils conçoivent le texte comme un artifice pour se survivre. Alors l'insensé qui compose une œuvre bâtit son tombeau. Il se projette dans un temps où il ne sera plus qu'un peu de cendre. Il parle déjà en revenant. Sur ce vélin, je consigne donc mon discours de fantôme. Et l'hypothétique lecteur qui, dans un avenir imprécis, parcourra peut-être ces lignes, sera mon évocateur. Cette perspective me glace. Voilà sans doute pourquoi cela fait des jours que j'ai interrompu la rédaction de ce livre. En voulant lutter contre la nécromancie royale des dessicatoriens, qu'ai-je fait sinon construire mon propre rituel de hantise? Je n'y arrive plus. La tâche est trop lourde. Il faut porter la voix trop loin, alors que je n'ai déjà plus de souffle. Chaque ligne que je trace dans cette cursive contrariée, moi qui jadis maîtrisais une calligraphie si élégante et si claire, me fait penser aux messages gribouillés à la hâte avant d'être lancés à la mer. Ce manuscrit sera-t-il seulement découvert? Qui le lira? En maîtrisera-t-on le langage? À quoi bon continuer? Je pourrais profiter simplement du temps qui me reste en admirant le jardin sauvage par mes fenêtres ouvertes, en saluant les ombres qui s'y promènent parfois, en rêvant à mes bonheurs passés, car la longue existence qui me fut octroyée ne fut point dépourvue de périodes heureuses. Je ne parviens pourtant pas à m'engourdir dans cette somnolence teintée de nostalgie. J'ai l'âme trop troublée. Au moins, tant que j'écrivais la relation de la guerre des deux duchesses, je parvenais à concentrer mon esprit sur cette tâche, et j'oubliais, grâce aux recherches et à la concentration requise par l'ouvrage, le caractère précaire de ma situation. Hélas, depuis que la plume me tombe des mains, plus moyen de me voiler la face. Jour et nuit, j'ai le cœur oppressé par l'angoisse. Je ne parviens plus à oublier ce qu'il est advenu de moi, et encore moins où j'ai échoué. Certes, bien qu'il soit un peu délabré, je suis à peu près en sécurité dans l'appartement que j'occupe. Mais je sens, autour de ces 4 murs, l'immense volume de la demeure où mon logis se trouve enclavé. J'ai l'impression que mes pas font résonner sous mon plancher de vastes voûtes en berceaux noirs de toiles d'araignée. Le vent qui siffle parfois dans le conduit de ma cheminée me parvient rempli d'échos de salles abandonnées. Un silence caverneux coule sous ma porte, gonflé par l'enfilade vacante des corridors, des galeries, des escaliers et des passages dérobés. De temps en temps, des craquements perturbent cette torpeur maussade,
comme si toute la bâtisse grinçait ainsi qu'un navire. La vaste maison pèse parfois si fort sur mon plafond et mes cloisons que je me mets à étouffer. Si encore j'étais la dernière personne dans la demeure, je pourrais sans doute m'accommoder de cette solitude. Hélas, la quiétude qui s'appesantit sur cet édifice n'est qu'un faux semblant. Je partage les lieux avec d'autres reclus. On ne peut pas dire qu'ils sont de mauvaise compagnie, car je les évite soigneusement. En fait, pour parler sans phare, on ne peut pas dire qu'ils sont de mauvaise compagnie parce qu'ils se révèlent pire que cela. Ce sont des êtres corrompus, certes mutilés et souffrants, mais je ne parviens pas à les plaindre tant ils sont néfastes. L'un de ces repoussants voisins occupe l'aile méridionale de la demeure. Un autre, au moins, est enfermé dans les caves. Je note qu'il y en a au moins un, parce que pour ma malédiction, je ne l'ai que trop souffert, mais j'ai la quasi-certitude qu'ils sont plusieurs à tourner comme des fauves en cage au fond des sous-sols. Pendant toutes les années que j'y ai passées dans les fers, j'ai senti que les ténèbres étaient grosses de présence tourmentée. Loin en dessous, tout en bas des escaliers, ils s'agitent. Je les entends parfois. Le plus dangereux, en tout cas, ne se résigne pas à son sort. Il traîne des objets lourds dont il cherche à faire des béliers. Il ébranle de temps à autre la porte. Il marmonne des borborigmes vengeurs dont la rumeur remonte par les conduits de cheminée. Non seulement j'ai fermé la cave à double tour, mais j'en ai également barré l'accès avec des meubles et plusieurs glyphes de garde. Malgré tout, je me demande combien de temps les huisseries vont résister. Quant à mon art, il se trouve si amoindri que mes charmes sont l'ombre des défenses que je tissais jadis. Depuis que je n'écris plus, je tends sans cesse l'oreille. Même le calme trompeur qui stagne la plupart du temps dans l'édifice entretient mon inquiétude. Je pressens constamment le bruit incongru qui m'avertira d'un danger. Cette tension de tous les instants finit par devenir plus éprouvante que le vacarme redouté. Assez régulièrement, j'essaie de me raisonner. Le plus sage serait sans doute d'inspecter l'entrée des sous-sols pour vérifier que la porte et la barricade n'ont pas bougé. Le simple fait de quitter mon logis me serre le ventre. Il suffit que je descende une dizaine de marches pour avoir des sueurs froides. Même quand tout est silencieux dans les galeries et les patios, j'ai l'impression que l'autre a l'oreille collée contre la porte de la cave et qu'il me guette comme une énorme araignée au fond de son terrier. Impossible d'aller plus bas. Je remonte précipitamment en me disant que je réessaierai plus tard. L'idée d'envoyer Mirabilis explorer les lieux à ma place m'a souvent traversé l'esprit. Mais le matou est rarement là quand on a besoin de lui. Et lorsqu'il se présente à l'improviste, j'en éprouve une telle joie que je préfère le garder avec moi plutôt que de l'envoyer en reconnaissance. De toute façon, il est peu probable qu'il se rendrait de son plein gré devant l'entrée de la cave. Son ouïe est beaucoup plus fine que la mienne, et il entend parfaitement le remue-ménage inquiétant au sous-sol. Je doute qu'il ait envie de s'y frotter. Et puis j'ai trop peur de le perdre. Celui qui est en bas chercherait à le piéger. Il n'en ferait qu'une bouchée. Ou pire encore, il pourrait le retourner contre moi. Me voici donc dans une impasse. Au moins, tant que j'écrivais ce livre, j'avais l'esprit ailleurs. Et je ne connaissais l'inquiétude que par bouffées. Il faudrait que je me remette à l'ouvrage, mais la vanité un peu funèbre qui motive ce travail me démoralise. Et l'anxiété est la plus aride des muses. Je ne sais plus par quel bout prendre cette chronique. J'ai l'impression d'avoir perdu la flamme et les mots. Il faudrait que je complète mes sources. Il y en a sans doute d'autres dans la librairie de la demeure. Mais pour y retourner, il faut que je sorte, que j'emprunte des cages d'escalier,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.